moi, mon médicament, ça a été Eratum. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'a manqué ? Qu'est-ce que j'ai raté, quoi ? Et là, je me dis, mais oui, c'est ça, en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, The Podcast Exploring, non revenons en français, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur et podcasteur à Paris et vous pouvez me suivre sur les Instagram @JérémyKleiss. Ce podcast est sponsorisé par Adobe parce que, quand même, on va pas se mentir, Adobe en termes de logiciels de créa, c'est un peu les patrons. De toute façon, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, les logiciels Adobe, vous connaissez déjà, mais êtes-vous déjà abonné au Creative Cloud ? Vous savez, ce truc-là dont je vous parle tout le temps. Oui, ce machin qui vous permet d'accéder à plus d'une vingtaine d'applications de création et de services vous permettant de donner vie à toutes vos idées. Mais, ça a l'air pas mal quand même. Attendez, concrètement, si j'ai bien tout compris, grâce au Creative Cloud, vous pouvez donner une dimension nouvelle à vos projets en utilisant par exemple Photoshop sur iPad, dessiner et peindre avec Adobe Fresco, créer pour la 3D et tester la réalité virtuelle avec Premiere Pro, accéder à Adobe Fonts pour tester des milliers de polices pour tous vos projets, créer un portfolio professionnel avec Adobe Portfolio ou encore rejoindre la communauté mondiale de créatifs sur Behance. Mais c'est pas mal du tout ça, dites. Et en plus, il y a une version d'essai gratuite. Il n'y a plus qu'à tester. Alors rendez-vous sur adobe.com pour en savoir plus. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Pierre-Louis Bouvier qui officie depuis des années en tant que graphiste, directeur artistique et illustrateur, mais que vous connaissez sûrement via le journal Eratum ou Eratum. Je suis plus très sûr de comment il faut le dire. Bref, oui, le journal Eratum, vous l'avez déjà vu passer, non ? Un magnifique fanzine au format A3, trimestriel, gratuit, 100% indépendant, sans publicité et sans but lucratif. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la tagline officielle. Eratum, c'est un journal qui existe depuis 2013, rempli de belles illustrations, dont le seul but est de partager de belles images et de promouvoir le travail des artistes. Et vous le comprendrez bien vite, l'idée que ça sorte du cœur sans projet marketing, c'est hyper important pour Pierre-Louis. Mais ce projet n'est pas sorti de nulle part, et vous le découvrirez. Eratum est la résultante d'un parcours personnel pas toujours évident, mais dont la puissance fédératrice et créatrice a permis un renouveau à son créateur. Dans cet épisode très personnel, Pierre-Louis vous parle de son parcours scolaire, de sa passion du dessin et de la BD, ainsi que des prix qu'il a gagnés dès son plus jeune âge au Festival d'Angoulême. On discute aussi des difficultés qu'implique le fait d'essayer de percer dans le milieu de la bande dessinée, des divers recommencements qui ont jalonné son parcours, du prix de la liberté, de son voyage aux États-Unis et de comment cela l'a inspiré pour créer son journal. Et en deuxième partie, Pierre-Louis lève le voile sur Eratum. On discute argent, diffusion, sélection, distribution et de plein d'autres petits détails à tenir compte si vous désirez vous aussi lancer un fanzine. Alors sans plus tarder, voici ma discussion avec Pierre-Louis. Bonne écoute. Allez. Pierre-Louis, bienvenue sur Sens Créatif. Salut Jérémy. Très très content de te revoir après pas mal d'années, là, comme on se disait, 2017, 2018. Ouais. Chez toi, dans ton petit appartement parisien. Bah ouais, merci de t'intéresser au journal, merci d'être passé me voir, c'est cool. Alors, le podcast commence toujours par la même question, je sais pas si tu te souviens. C'est à quoi tu penses le matin en te levant, c'est ça ? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin ? Ouais, c'est ça. Yes, de temps en temps, c'est un beat cette question parce que je sais qu'il y a des personnes qui écoutent le podcast depuis un bout de temps. Ouais. Et quand je leur pose la question, ils sont genre « Ah non, je me souviens pas, c'était quoi la première question ?» Donc, ce qui fait que parfois, je la pose direct sans dire « Vas-y, je sais que tu la connais. » Mais là, tu t'en souviens, donc c'est cool. Alors, qu'est-ce qui me fait lever le matin ? Bon, t'as déjà eu la réponse par pas mal de couples, les enfants. Oui. Mais je vois où tu veux en venir. Ouais, le truc que tu vois, c'est plus fort que toi. Plus fort que moi, c'est la création, quoi. C'est les projets. Et voilà. Bon, en ce moment, il y a plusieurs choses qui me tiennent à cœur. Plein de nouveaux projets. J'aime bien expérimenter plein de choses. Là, en ce moment, je développe des petits projets sur Unity. Ah ouais, je connais pas. C'est quoi ? C'est un programme qui te permet de faire, entre autres, des jeux vidéo. Ah ouais. Voilà. Et tu expérimentes là-dessus, juste pour le plaisir. À moitié pour le plaisir. Alors tu vois là, par exemple, c'est en accès libre. Hein. J'ai fait une petite galerie virtuelle pour le journal. Ouais. Donc tu vas sur le site et tu peux télécharger. Donc pour Windows et pour Apple, la petite galerie, tu peux te balader.
aller voir les 3 derniers numéros que tu peux regarder en virtuel. Ah, mais oui, Tu oui. fais une petite balade. Comme ça. J'ai testé, mais ça marchait pas chez moi pour je ne sais trop quelle raison. C'est possible, hein, c'est la V1. Ouais, mais ça avait l'air cool. T'es sur Mac? Je suis sur Mac, ouais. Mais j'ai peut-être une trop vieille version. Ça te disait que ça bloquait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça voulait pas te l'ouvrir. C'est les sécurités Mac. Sorry. Oui, c'est ça. Oui, il m'avait dit, genre, j'ai vite fait essayer d'aller débloquer le truc et puis je suis passé à autre chose. Ouais, il y a une petite manip à faire. Ouais. Mais que j'explique. Mais c'est pas assez gros. Faut que je le mette en plus gros. D'accord. Donc, t'expérimentes un peu sur le jeu vidéo en ce moment. Voilà, ouais, c'est un truc qui m'attire depuis longtemps. J'ai jamais passé le cap. Et là, aujourd'hui, t'as tellement d'outils qui te permettent. Moi, je suis pas codeur, hein, je sais pas du tout faire, mais t'as tellement d'outils aujourd'hui qui te permettent de faire ces choses-là et plein d'autres choses encore. J'aurais jamais le temps de tout faire, mais voilà, je me suis lancé là-dedans. Trop fort. Je passe beaucoup de temps sur YouTube, sur Internet, à rechercher comment ça marche, comment faire. Je me trompe, je recommence. J'ai l'impression que c'est un peu un fil conducteur quand même dans ton approche, le fait d'essayer plein de choses. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'essaye. J'ai fait non mais parce que je pense à tous les projets que j'ai fait ou que j'ai expérimenté. Tu vois, j'ai fait de l'animation. Ouais, j'ai fait plein de choses. Ouais. D'ailleurs, faisons une petite origin story. Je me souviens, une des premières fois qu'on a vraiment bien discuté dans ce bar, là, justement, avec l'ami Aurélien Janet, il y avait aussi Amael, il y avait aussi Emmanuel et Benjamin Fou. Ouais. Et tu étais en face de moi, on se connaissait pas, et tu m'as dit, allez, vas-y, je te raconte mon parcours qui est un peu particulier. Et je me souviens qu'en effet, c'était une histoire assez fascinante. Est-ce que tu pourrais un petit peu je m'en souviens. Enfin, tu sais, me raconter simplement un peu... Mon parcours, depuis le tout début. Ouais, depuis que t'es né, tu vois. Non, mais depuis le ventre de ta mère. Non, écoute, on va faire... je sais plus d'où j'étais parti, mais je vais te résumer ça assez vite. Moi, en gros, petit, j'étais dyslexique. Mm-hmm. Et du coup, comme la plupart des illustrateurs et graphistes, c'est assez étonnant d'ailleurs. Et on se planque derrière les images. Et voilà, moi je me suis, comme beaucoup d'illustrateurs, etc., je me suis planqué derrière l'illustration et voyant que j'étais en échec scolaire, mais que par contre, du côté du dessin, je fascinais tout le monde, je me suis un peu réfugié dans le dessin. Ah, bien sûr, ouais. Voilà, et j'ai eu un parcours scolaire un peu chaotique. Et par contre... C'était avant ton BTS en communication visuelle? Voilà. Et en fait, on te demande de choisir ta voie assez vite. Ce qui peut être vachement intimidant quand t'es plus jeune. Voilà. Puis surtout, tu sais pas trop où tu veux aller. Bah oui. Moi, je savais que je voulais faire du dessin, du coup, puisque c'était là où j'étais le plus rassuré. Et tout le temps, on te dit, mais non, mais déjà, t'es mauvais. Et en plus, tu veux faire du dessin, donc t'es perdu, quoi. Ouais. C'est une cause perdue. C'est une cause perdue. Bon. Sauf que non, parce qu'en fait, le dessin, c'est partout. Ouais. La chaise du professeur, elle est dessinée. La table du professeur, c'est dessiné. Le tableau pour écrire la date, c'est dessiné. La craie, elle est dessinée. Le crayon, c'est dessiné. L'école. La brosse à dents, c'est dessiné. L'école est tout est dessiné. La place de parking, elle est dessinée. Le dessin est partout. La typo, la lettre, c'est dessiné. La naissance de l'écriture, ça vient du dessin. La mise en page du livre, c'est dessiné. Enfin, le dessin, c'est la vie. Le dessin, c'est partout. Et je trouve incroyable de m'être pris des bâtons dans les roues de manière constante de la part de professeurs, d'instituteurs. Enfin, c'est fou, quoi. C'est incroyable. Je pense que voilà, il y a vraiment une remise en question à faire. Enfin, et en plus, quand t'es dyslexique, on te dit que t'es mauvais, que t'arriveras pas, et en plus tu te non mais c'est chaud. Ouais. C'est chaud. Bah ouais, c'est dur. Voilà, donc moi je me suis toujours battu pour ça. Puis en plus, tu vois, t'as les profs, les instituteurs qui disent à tes parents, non, voilà, il faut pas qu'ils fassent ça, etc. Donc voilà, tes parents vont suivre un peu ce que disent les enseignants et oui, voilà. Normal, ouais. Donc j'étais toujours en combat permanent. Ce qui m'a rendu un peu nanar sur les bords, quoi. Anarchiste. Tu vois, et un peu en rébellion totale.
je savais ce que je voulais faire, donc j'ai passé une épreuve pour faire un lycée technique à la Martinière Terreau. C'est devenu la Martinière Diderot. À Lyon, c'est ça? À Lyon. Je suis donc lyonnais. Je passe les épreuves de manière... Quand j'étais plus jeune, j'étais dans une MJC. Mes parents me mettaient dans une MJC l'été. Et là-bas, j'ai rencontré Marc, un dessinateur, qui est un ancien de Émile Cole. À l'époque, j'avais 12 ans, hein, tu vois. Et il m'a donné un peu... déjà, j'aimais bien le dessin, mais en plus, il m'a formé par-dessus toute cette base que j'avais déjà de dessin, que j'avais... Le dessin, bon, t'as pas une bonne fée qui vient sur ton berceau, qui donne un coup de baguette magique, qui te dit « Toi, tu vas bien dessiner. » Non, c'est de l'entraînement. Tu dessines. Et comme je m'étais réfugié dans le dessin, je commençais à avoir un certain niveau. Et le fait de me retrouver dans cette MJC, dans une section dessin, etc., j'ai pu encore approfondir tout ça. Et il m'a fait essayer plein de techniques, l'encre de Chine, la plume, etc., l'étude de la nature morte, le fusain, etc. Ouais, t'as pu expérimenter. Ouais, c'était génial, quoi. Et du coup, quand j'ai passé cette épreuve, bon, je vais pas faire le faux modeste, hein. Je savais que j'avais bien réussi parce que c'était plein de choses que j'avais déjà vues. Mais l'été passe et j'avais toujours aucune réponse. Et là, je commence à m'inquiéter. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pas de réponse, etc. Et en fait, le directeur de l'école n'avait pas envoyé mon dossier. Oh, punaise. Donc, j'avais réussi le concours, mais le directeur n'avait pas envoyé le dossier. Donc, je me retrouve sans école, rien, à la rue. Bon, voilà, c'était après la 3e, et je crois que t'es pas obligé de poursuivre. Ok. Donc je me retrouve un peu au pied du mur, donc mes parents font des lettres, etc. Je me retrouve un peu bloqué, et le rectorat, mes parents poussent un peu le rectorat, qui trouve une solution. Ils me mettent dans un lycée où il y a un peu de dessin, avec une option dessin et lettres, mais je suis dyslexique. Donc c'est une catastrophe. C'est que dessin, quoi. Et donc on me fait comprendre que voilà, j'y reste, il faut que je passe mon bac. Et entre-temps, c'est un peu décousu ce que je raconte. Non, voilà. non, mais c'est pas... Et entre-temps, voyant que c'est pas vraiment ce que je veux faire, et ayant été formé par un ancien d'Émile Cole, peut-être aussi un peu naïf, un peu vantard, je me dis bah tiens, je vais aller passer, je vais aller voir Émile Cole, quoi. Je crois que Émile Cole c'est vraiment plus tard dans le cursus scolaire, tu vois. Et je dis, bah tiens, je vais aller voir Émile Cole. Donc, Émile Cole, qui est... Parce que je sais que tu m'en parles là, et je te dis oui, pensant qu'on parlait notamment d'une école, mais c'est une personne, en fait. Émile Cole, c'est le nom d'une personne, mais c'est une école... Ah, voilà, ok, on est d'accord. De dessin, privé, qui coûte un bras. Ok. Qui doit toujours coûter un bras, d'ailleurs. Enfin, à l'époque, ça coûtait un bras, aujourd'hui aussi, j'imagine. Et je décide d'aller passer, comme ça, assez naïvement, le concours. Pas le concours, parce que c'est un entretien, en fait. D'accord. Et je vais passer l'entretien. Et donc, je viens avec tous mes cartons en dessin, évidemment. Je montre tout et tout. Et là, le directeur, il me dit, bon, écoute, t'as plein d'imagination. Tu maîtrises le dessin, etc. Mais bon, t'es un peu jeune, quoi. Mais donc, t'avais le niveau, mais t'étais trop jeune. Et il me dit, maintenant, mais j'étais pas assez mature. Il me dit, non, mais ça va pas. Toi, je me souviens, il regarde tous mes dessins, etc. Il me dit, ok. Et à un moment, il me sort un cylindre, il me pose devant moi. Il le pose comme ça, il dit, qu'est-ce que c'est? Et je dis, je sais pas. Et là, il me dit, c'est un volume en 3 dimensions, dans un espace, X, Y, Z, blablabla. Bon, il me sort de l'histoire de l'art, tout ça. Bon, bah voilà. T'as 15 ans, tu t'en bats les couilles, quoi. Voilà. Mais donc, voilà, j'étais perdu. Il me dit, bon, bah, tu vois, ça va pas. T'as pas le niveau. Bon. Reviens quand t'as le bac. Donc là-dessus, je vais donc dans mon lycée, lettres, etc. Mais je savais que je voulais aller tout de même à l'école de la Martinière. Et donc, je me saborde. Je décide de me saborder pendant 1 an. C'est-à-dire que je fais pas beaucoup d'efforts. Par contre, en dessin, je développe le dessin et l'histoire de l'art. Donc j'ai quand même 17, 18 en dessin et histoire de l'art. Par contre, toutes les autres matières, c'est une catastrophe, quoi. On sent le mec juste intéressé par le dessin, quoi. Voilà.
Et finalement, la fin d'année arrive et les mecs ils me disent mais qu'est-ce que t'as fait quoi? Pourquoi c'est aussi mauvais? Et je dis moi je vais aller à la Martinière quoi. Ouais. Et finalement, bon je résume parce que sinon on va en avoir pour des heures. Et finalement je suis pris donc à la Martinière. Et là donc c'est génial. Il y a plein de dessins tout le temps. J'étudie la typo, la photo. Le dessin, etc., l'histoire de l'art, etc. Bon, c'est assez top, quoi. Et pendant tout ce temps, moi aussi, j'ai développé des projets. En BD, Allez. En animation, tout ça. Ouais. J'ai fait des petits concours de dessin, tu vois, pour Canson. J'ai gagné mon poids en papier. J'ai gagné... Voilà, je gagne des petits trucs comme ça. Ce qui me donne un peu d'assurance dans le dessin. Et puis un jour, je vois passer... le concours, comment ça s'appelle? Le concours Jeune Talent? Jeune Talent. Du Festival d'Angoulême. Le Festival d'Angoulême. Et il faut dire que j'ai développé aussi un petit amour pour la BD parce que j'ai hérité de toutes les BD je les vois là. De mon papy. Ouais. Beaucoup de franco-belges là, j'ai l'impression. Ouais. Mon papy que j'ai pas trop connu, mais que j'ai connu à travers mes BD, tu vois, les BD de... Tu vois, la légende dit les BD de 7 à 77 ans, mais c'est vrai. C'est carrément ça, ouais. C'est vrai. Il y a un lien affectif, du coup, encore plus, là, avec la BD. Voilà. Et depuis toujours, j'aime bien me raconter des histoires en BD. Et donc, je décide de faire une petite BD que j'envoie, tout simplement. Et contre toute attente. J'y pense plus, puis tout d'un coup, en fait, j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné. Je suis sélectionné. Et donc, je suis invité au Festival d'Angoulême. Et là, t'as quel âge? Je dois avoir 17 ans, je pense. Ok. Et c'est top, quoi. Je pars là-bas. Donc, je suis pas majeur, donc j'ai un accompagnateur. Et je rencontre Zep. Ah ouais? Okay. Je vois Gottlieb. Et puis après, j'ai rencontré Moebius, j'ai rencontré plein de monde, quoi. C'est vrai, mais c'est un truc de fou. T'as 17 ans, tu rencontres ces géants du dessin. Ouais. Et si tu veux... comment dire, tu te dis que tu vas leur dire plein de choses, etc. Mais en fait, quand t'arrives en face, j'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà, t'as plus rien à dire, t'es un peu coincé et tout. Mais voilà, c'est top, tu vois, c'est assez magique, quoi. Mais ça t'a fait quoi, ouais, cette et ça te renforce l'idée. Tu te dis, ouais, en fait, j'étais sélectionné, donc je vais faire de la BD, quoi. Parce que, quelque part, oui, je suis fait pour ça, quoi. J'ai rencontré Solé aussi, Solé qui s'occupe je veux pas qui c'est. Des jeunes talents. C'est dessinateur de BD. D'accord. Attends, je bois un coup. Et donc, je fais ça la première année, et je sais plus où j'en suis. Et là, dans mon histoire... Mais tu te dis, voilà, c'est possible, c'est fait pour moi, la bande dessinée. Voilà. Tu jettes, entre guillemets, peut-être mentalement ton dévolu là-dessus. Oui, entre autres, mais je continue à faire d'autres petits projets à côté, etc. Je suis donc dans mon école de dessin, je continue à développer l'illustration, la typo, etc. Et je décide de reparticiper au Jeune Talent l'année suivante. Je crois que je gagne pas l'année suivante, mais je gagne la fois d'après encore. Et là, je suis sélectionné à nouveau. Mais je crois que je suis sélectionné... T'as gagné 2 fois, il me semble, le prix Jeune Talent. Tout s'embrouille dans ma tête. Non, en 98-2001, j'ai été faire mes petits devoirs. Ouais. Alors en fait, voilà ce qui s'est passé. En fait, je suis sélectionné donc en 98. Je continue mon cursus scolaire. Et là, je termine mes 3 ans de brevet technicien dessinateur maquettiste. Et donc, en gros, c'est l'équivalent bac. Donc là, je décide d'aller à Émile Cole. Puisqu'il m'avait dit... Yes. Maintenant, c'est bon, t'as l'âge. Ouais, c'est bon. Donc, je refais l'entretien avec plus de bagages, du coup. Et il me dit, écoute, c'est bon, t'es pris, t'as un bon niveau, t'es motivé, parce que t'es revenu me voir. Tu feras pas l'année préparatoire. Ce qui est plutôt top pour moi, parce que, tu vois, j'ai pas beaucoup de sous. Et ça me fait faire des économies, quoi. Donc, je fais, ok, merci, top. Donc, je pars, et mes parents, ils me font, mais tu sais, on n'a pas l'argent. Donc, il va falloir que tu fasses un emprunt. Oui. Donc là, je fais OK, donc je vais faire un emprunt étudiant. Voilà, je fais plein de banques, et finalement je trouve une banque qui accepte à condition que je transfère tous mes sous chez eux, etc. Bon, bref. OK, j'ai mon prêt, donc j'envoie le petit gros chèque d'inscription à Émile Cole, et là Émile Cole m'envoie une lettre pour me dire que je suis 36e sur liste d'attente. Et je fais, mais non mais attendez...
vous me disiez que, voilà, je les appelle, tu vois. Et mais attendez, vous me disiez que j'étais pris, je faisais pas l'année préparatoire, et là, mais je me retrouve 36e sur liste d'attente. Ah ouais, mais il y a plein de personnes avant vous qui ont envoyé le chèque d'inscription. Oh, punaise. Ah ouais, ça c'est prise de tête, ça. Et Ah, tu devais l'avoir mauvaise. ah bah tu m'étonnes. Bon, j'avais pas fait que Émile Cole, j'avais d'autres options, j'avais aussi les Gobelins, j'avais plein d'autres endroits où aller. Mais en fait, pour aller aux Gobelins et tout, je savais qu'il y avait une dissertation. Et je suis extrêmement mauvais, toujours extrêmement mauvais en orthographe et grammaire. Et je me dis, c'est pas possible, je vais me planter. Donc, je me saborde encore une fois. Je me dis qu'il faut pas que j'y aille, quoi. À Émile Cole. Il faut pas que j'aille au Gobelin. Émile Cole, de toute façon, c'est mort. Déjà, j'ai galéré pour trouver l'argent. J'ai envoyé le chèque, je suis 36e. Tu laisses tomber. Je laisse tomber, et puis, tu vois, ça fait un peu boîte à fric, quoi, tu vois. Je suis un peu dégoûté, quoi. Je pensais que c'était des gens motivés, etc. Et en fait, c'est le premier qui paye, qui rentre. Ouais. Tu vois, moi, je suis motivé. Et depuis tout petit, je me bats contre tout le monde et contre les mentalités pour pouvoir faire ce métier. Et tu vois, on oublie mon dossier. Ah oui. Là, tu vois, on fait ce coup-là, tu vois, non, t'es pas le premier à avoir payé. On t'a dit de revenir aussi, puis tu es revenu, Et puis puis on je fait suis ce coup-là, revenu. ouais, bien Tu sûr. vois, Ouais. en fait, tu vois, je suis dans une bataille permanente et tu me fais un coup comme ça, mais ça me tue, quoi. Et tu vois, la Martinière-Terreau, ils me font, tu sais, t'as quand même un bon niveau, tu nous intéresses, nous, on te prend en BTS. Bon, la Martinière-Terreau, c'est un lycée technique, il y a des bons professeurs, t'es proche de tes profs, ils sont à moitié profs, à moitié professionnels, hein, ils sont dans le cœur du métier. Ils sont super intéressants, ils ont plein de choses à t'apprendre. Quand tu sors de cette école, tu peux bosser, hein. T'as un niveau technique parfait, un niveau créatif parfait, enfin voilà, quoi. Donc je dis bah ok, je continue à la Martinière d'Hydro en BTS communication visuelle. Voilà, qui me semble le plus proche de ce que j'aime. Et je décide de retenter le festival d'Angoulême. Et je suis sélectionné à nouveau. En 2001. En 2001. Et là, c'est très marrant parce que des potes que j'avais connus donc en brevet technicien dessinateur maquettiste, bah, se retrouvent à Angoulême, aux Beaux-Arts d'Angoulême. Alors, faut dire que le fait d'avoir gagné en tant que dessinateur maquettiste, dans ma section, bah, j'avais fait monter plein de vocations, si tu veux, parce que ça paraissait accessible. Ouais. C'était faisable. Ouais. Et puis aussi, quand t'es jeune, tout le monde a envie de faire de la BD, tu vois. Ouais, bah oui. Et du coup, ça motive. Et on s'est tous motivés les uns les autres. Et t'avances comme ça, tu vois, en regardant un peu comment tes potes dessinent. Mais ça t'a fait quoi, toi, de gagner 2 fois d'affilée ce prix Jeune Talent? Là, tu te dis, waouh, c'est... À Angoulême, quoi, c'est pas rien. Là, tu te dis, voilà, c'est un signe. C'est un signe, quoi. Il faut vraiment que je fasse ça, quoi. Tu vois, en plus, c'était la bonne voie et le développement et j'ai bien choisi, il faut que je continue, quoi. Et là, tu retrouves tes potes qui sont aux Beaux-Arts d'Angoulême et tout ça, et qui font de la BD, et tu les retrouves au moment du festival. C'était un peu le off dans le off, si tu veux. Si tu veux, le festival d'Angoulême, t'as un off, où t'as un peu, on va dire, l'officiel, c'est un peu les grosses maisons d'édition, bien sûr, que tout le monde connaît. Et t'as un peu le off, c'est un peu les indépendants, qui sont autorisés dans certains lieux, etc. Et puis t'as les indés des indés. Et t'as les indés des indés. Les indés des indés, c'est quoi? Bah, c'est les étudiants. Ouais. Et les étudiants, alors je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais du moins quand j'y étais, à l'époque, j'ai l'impression d'être un vieux. Un vieux de la vieille. Mais à l'époque, bah, c'était dans les appartes, quoi. Alors ils poussaient les meubles. Ouais. Et puis ils décrochaient tout ce qu'il y avait au mur, et puis ils accrochaient donc leur BD, leur œuvre d'art, tout ce qu'ils avaient à montrer, quoi. Et ils mettaient des flèches en carton, et les gens qui se baladaient dans les rues pouvaient venir voir dans les appartes les dessins, tout ça. Et les gens venaient, et c'était très convivial, très sympa. Et nous, on était à côté, bon voilà, on buvait des coups. Et le soir, tout le monde se retrouvait, et on faisait la fête. Et il y avait une ambiance vraiment topissime, quoi. Bah oui, ça a dû te mettre des étoiles dans les yeux à cet âge-là.
Ouais. Et puis bon, des gros moments de rigolade, quoi. Voilà. Et D'ailleurs, j'ai cherché pour voir tes bandes dessinées sur Internet, mais pas possible de les trouver. là, Elles sont là, dans tes ouais, armoires. j'en ai un peu. Tu veux que je t'en montre? Enfin, tu pourras me montrer après, mais parce que moi, je m'étais dit que c'était une vraie BD que tu avais faite, ou est-ce que Non, c'était non. genre 15 pages, ou c'était quoi Ça n'a pas été plus d'une dizaine de pages, je pense. D'accord. Donc j'ai été dans des collectifs. Ouais. Et du coup, moi j'ai pas mal traîné du coup avec des artistes Mhm. qui faisaient de la BD. Et en ce qui concerne la BD, moi j'ai jamais vraiment décollé. Hein. Mhm. J'ai été dans Bodeuil, j'ai été donc là, tu vois par exemple là, ta projet. Alors Bodeuil, c'est un, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais tu vois Bodeuil, c'était un magazine de BD. Ouais. Oui, j'ai vu sur Internet un petit peu en cherchant. Et j'étais dans Projet Bermuda. Donc Ouais. Projet Bermuda, c'est la librairie Expérience à Lyon D'accord. qui lance un peu les nouveaux talents, voilà, qui va découvrir un peu. Comme il y a beaucoup d'auteurs qui viennent dédicacer, d'artistes qui viennent traîner un peu dans la librairie, etc. Librairie Expérience, c'est un peu un lieu de passage hein, d'artistes et autres. Et ils se sont dit à un moment, on va faire un petit livre de BD avec les jeunes artistes qui sont là. J'ai participé, voilà, au premier projet Bermuda. D'accord. Qui est là. Et mais tu dis que ta entre guillemets carrière en tant que dessinateur de BD n'a jamais décollé. Tu as participé à des collectifs, tu as gagné des prix, et il me semble que c'est ce que tu voulais. Comment t'expliques le fait que t'étais bien lancé, en fait, t'étais bien parti pour... Je veux dire, c'est quand même pas n'importe qui 2 fois d'affilée, à l'âge de 16 puis 18 ans, gagne des prix à Angoulême, qui publie dans des collectifs et tout, qui, je veux dire, décide, enfin, qui a un niveau de dessin là, et ma main, elle est très haute. Et qu'est-ce qui fait que, aujourd'hui, je sais que t'es graphiste DA et tu bosses aussi un peu à côté en tant qu'illustrateur. Qu'est-ce qui fait que la bande dessinée, finalement, tu l'as mis entre parenthèses? Assez compliqué, hein. J'ai l'impression d'être tout décousu quand je parle. J'espère que ce sera cohérent. Mais c'est la beauté du podcast. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai fait mon emprunt étudiant, voilà, l'argent, je l'avais. En fait, si tu veux, c'est tombé sur mon compte. Et j'ai décidé de prendre un appart. Ouais. Mais bon, l'emprunt étudiant, ça paye pas tout l'appart. Donc j'ai pris un petit boulot à côté. On va dire assez vite, j'étais dans les réalités de la vie. Ouais, économiquement. Économique. Faut payer ton loyer, ton électricité, ton eau. Voilà, t'es libre. Mais ça a un prix. Ta liberté. Enfin, t'es libre, mais t'es pas libre. Oui, c'est ça, oui. Et l'argent, le nerf de la guerre. Voilà. Et il faut quand même que tu bosses, etc. Et pour faire de la BD, il faut du temps. Et même quand j'ai arrêté mes études, je sais plus trop où j'en étais, mais du coup, je fais mon BTS communication visuelle, et après ça s'arrête. Je décide d'entrer dans le monde du travail. Ouais. À 22 ans. Et là, je fais peut-être... on fait plein d'erreurs quand on est jeune. Et là, je fais peut-être alors que j'avais un appart, un petit boulot, pas beaucoup d'argent et tout ça, je décide de me mettre en freelance et de faire illustrateur et dessinateur de BD. Et en quoi c'était une grosse bourde? Parce que déjà, je me gourre, je m'inscris à l'URSSAF. Ah oui. Pas à la Maison des Artistes. Ouais. Donc là, je suis taxé à 55%. Ah ouais, non, mais truc de fou. En plus, je suis obligé d'avoir des petits boulots. À l'époque, c'était pas vraiment comme aujourd'hui. Donc j'ai des CDD, des petits CDI. Je dois payer donc une sécurité sociale de mon CDD, de mon CDI, tu vois. Et puis je dois aussi payer la sécurité sociale de mon freelance, qui n'est pas du freelance puisque je suis à l'URSSAF. Ouais. J'ai 22 ans, en fait, j'ai pas encore trop de frais, mais je me rends pas compte qu'en fait, je vais avoir plein de frais qui arrivent quand je vais avoir 25 ans. Tu vois, tu dois payer... c'est le système bête et méchant qui t'a ôté l'envie de... en fait, je rentre dans la vie, quoi. Ouais, mais tu te la prends un peu comme une sorte de parpaing dans la gueule. Ouais, c'est pas vraiment un parpaing, parce que quelque part, je suis content, je suis libre, mais oui. Mais il faut que... Tu vois, je bouffe des pâtes, quoi. Ouais. Je bouffe des pâtes, je me serre la ceinture. C'est les vaches maigres, quoi, comme on dit. Oui, c'est ça. Et donc, je peux pas me dévouer à 100% à la BD. C'est pas possible. Et je fais quand même quelques parutions, voilà, dans Bodeuil,
Projet Bermuda, c'est pour se montrer, tu vois, c'est pas rémunéré. Mhm. Bodoy, c'est pas cher payé pour 6 planches qui m'ont demandé énormément de temps. Mais bon, c'est cool, c'est classe d'être dedans. Voilà, et puis je galère à trouver un scénariste, etc. Mais je vais quand même, entre-temps, je vais quand même au Festival d'Angoulême. Je retourne au Festival d'Angoulême, je retrouve encore mes copains. Tu vois, je démarche les maisons d'édition qui tout le temps me disent, c'était la mode à l'époque, de dire quand t'étais un peu underground, un peu décalé et tout ça, on te disait tout le temps, allez voir l'association. Et aujourd'hui, je suis content de voir qu'en BD, tu vois, il y a plein de romans graphiques. Et ça, c'est top. À l'époque, tous ces romans graphiques qui sont aujourd'hui entre guillemets, dans des grandes maisons, à l'époque, tu te faisais rembarrer direct et t'allais à l'association, entre guillemets. Et voilà, et ça, c'était dingue, quoi. Ce peu d'ouverture des grosses maisons d'édition, c'était fou, quoi. Et donc après, du coup, maintenant, aujourd'hui, tu fais ton blé et ton beurre en tant que graphiste DA. Voilà. Et en fait, il y a un truc aussi, c'est que j'arrive à un moment, je sature, quoi. Ouais. Parce que j'ai pas d'argent. J'ai la dalle. Je vois mes copains qui font de la BD, qui ont pas beaucoup d'argent non plus. À l'époque, j'ai l'impression d'être un vieux. T'as quel âge, rappelle-nous? 40. Ok. À l'époque, j'ai des potes qui font 5-6 planches de BD par mois et qui gagnent 950 € par mois. Ok. Ça paraît plutôt pas mal, non? Ouais, moi je trouve que c'est énormément de boulot. Ouais, ok. Et j'ai aucune notion, hein. Je fais pas du tout de BD. 5-6 planches. Et en plus, on les envoie aux 4 coins. Non, mais t'as raison. Parfois, pour une illu, on est payé 1000 balles. Je veux dire, pour une image, on peut être payé le prix des 5-6 planches. Donc, Et tu vois, moi à l'époque, je faisais un peu de BD en tirant la langue, parce que c'était dur. Ouais, bien sûr. Mais à côté, comme c'est exactement ce que tu dis, pour 1000 balles, je faisais des illustrations pour la pub. C'est ça. Et je vois à côté mes potes qui galèrent et tout, et j'ai de moins en moins envie de galérer comme ça. J'en peux plus, quoi. J'ai de plus en plus de DC, de DA qui sont dans des agences de pub avec qui je travaille, puisque je suis freelance, et qui me disent, mais monte à Paris, reste pas ici à Lyon, parce que tous les bons projets, ils s'en vont à Paris. Donc il y a plein de choses qui se passent dans ma tête en 2007. La BD, ça décolle pas. Tout le monde me dit de m'en aller. Je vois mes copains qui font de la BD qui galèrent, et c'est pas très bien payé. Et en fait, on peut faire même une petite aparté. C'est que là, je vois, j'ai vu dernièrement Isa Mandel, tu vois, oui, bien sûr, avec plein d'autres qui montent un petit collectif pour être mieux payés. Oui, les éditions exemplaires. Je leur souhaite de réussir. J'aurais adoré avoir ça à mon époque, mais j'ai un peu l'impression de voir un renouveau, en fait. C'est un peu ce qui se passait en 2002 avec l'association, etc. C'était un peu ça, quoi. Ils voulaient changer de ces grosses maisons qui payent pas très bien, etc. Et ce qui m'avait aussi un peu dégoûté, c'est que justement, quand tu vas au festival d'Angoulême, t'as tes copains qui sont pas très bien payés. Moi, je pouvais pas dire que j'étais mal payé, puisque de toute façon, j'étais pas édité. Mais quand tu vois les stands énormes qui se payent, et toute la pub et la promo, et tout ce qu'ils font, et à côté, ils payent les auteurs à coups de lance-pierre. Tu dis, non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Aujourd'hui, moi, je suis pour l'auto-édition. Je suis pour l'auto-édition. Et pour moi, l'auto-édition, c'est le futur. Et c'est ce que tu fais avec ton journal. Et c'est ce que je fais avec mon journal. Ouais, tant et si bien que, voilà, en 2007, donc j'ai pas un rond, mais j'ai une pote qui m'avait dit, qui est parisienne, qui était venue faire ses études à Lyon, et qui me dit, bah écoute, si un jour t'es en galère et tu veux monter à Paris, tu m'appelles et je t'hébergerai. Et elle me dit, de toute façon, quand tu montes à Paris, tu squattes.
C'est comme ça. Faut passer par là. De toute façon, c'est trop cher. Ah, c'est clair. Et c'est pas comme ça. Je me rappelle, hein, j'en pouvais plus. J'avais vraiment l'impression d'étouffer, quoi. Et là, je me dis, il faut que je m'en aille, quoi. Il faut que je m'en aille de Lyon, quoi. C'est pas possible. Je tourne en rond. Le boulot, ça va pas. Tout le monde me dit d'aller voir à Paris. La BD, de toute façon, ça va pas. Et de toute façon, je n'ai pas vraiment d'attache à Lyon. Autant partir, quoi. Donc, je vends mes meubles. Je laisse une partie de mes meubles chez mes parents, hein, évidemment. Je lâche mon appart. Et là, mes potes de Lyon me font, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Et là, mes parents me font, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Je retourne entre guillemets, habiter chez mes parents. J'arrive à me faire 3 francs 6 sous et j'oscille entre Lyon et Paris. Voilà, je fais des allers-retours entre Lyon et Paris. Et j'arrive à Paris, j'ai un sac, genre 2 pantalons, 3 t-shirts. Et voilà, j'arrive dans une coloc et qui m'accueille tout de suite à bras ouverts. Et c'est une coloc où il y a du passage, quoi. Tout le monde vient squatter pour trouver des bons plans à Paris, quoi. C'est cool, quoi. Ils m'hébergent et je paye l'électricité et l'eau. Okay. Je partage l'électricité et l'eau. Ok. Donc ça me tire une sacrée épine du pied, quoi. Donc Paris a été le renouveau que tu recherchais? Ça me permet ouais, parce que du coup, je trouve du boulot dans un cabinet de tendance qui s'appelle Nelly Rodi. Et je me souviens quand je vais alors, il faut savoir que bon, il s'est passé plein de trucs, hein. Je dormais dans le salon de la coloc et je sympathise avec un des gars de la coloc qui prend un peu pitié de moi, qui suis en train de dormir dans le salon sur mon petit matelas de 5 cm d'épaisseur, et il me dit, mais écoute, plutôt que rester dans le salon où tout le monde fume des clopes et boit des bières, tu vois, t'es là dans les cendriers, viens dans ma chambre. Et en fait, il me prête la moitié de sa chambre et je dors par terre à côté de lui dans la chambre, donc c'est cool, tu vois. Et je squatte comme ça pendant 7 mois et demi. Et puis je reste 7 mois et demi parce que j'ai trouvé du travail donc dans la boîte là. Dans la boîte. Et en fait, il en tant que graphiste, et le jour où je vais passer l'entretien, il me voit partir à l'entretien, il me fait, mais tu vas où là? Je dis, soit c'est le matin et tout. Je dis, je vais passer à l'entretien. Et il me fait, mais t'y vas comme ça, là? Je fais, ouais, quoi. Il me fait, mais t'as vu comment t'es sapé? Comment t'es sapé? Je fais, quoi? J'ai la même histoire. Il me fait, mais regarde. Et en fait, maintenant, je m'en rends compte, mais à l'époque, je m'en rendais pas compte. Ouais. En fait, je trouve que je suis super mal sapé. En fait, je vais dans un cabinet de tendance, qui parle de mode et tout, et en fait, plus la capuche, t-shirt. Ouais, ça dérange pas trop, mais c'est que, tout est trop grand, tout est trop large, tout va pas, quoi. Et il me dit, écoute, je vais te prêter des fringues, quoi. Et donc, il me prête des fringues, et je peux aller, comme ça, passer mon entretien, et je réussis mon entretien. Et, et je suis resté dans cette boîte 7 ans. Voilà. Je résume, hein. Oulala. Et donc, je squatte quand même 7 mois et demi dans cette piole. Après, je décide de me prendre un appart. Je prends un appart avenue de Clichy, tout en bas de l'avenue de Clichy, vers le périph'. D'accord. Là où il y a tous les travelots la nuit qui sont très sympas, hein, que je croise tous les soirs. C'était vraiment l'appart tout pourri. C'est vraiment quand tu connais pas Paris, tu vois, c'est le truc que tu prends. Je me fais complètement avoir. Il y a des cris toute la nuit, des tocs, des machins, c'est tout pourri. J'ai une taxe d'habitation qui coûte un loyer. C'est juste, c'est une escroquerie, pas possible, quoi. J'ai tellement pas d'argent que j'ai pas de frigo. J'ai quand même du boulot, tu vois, mais j'ai pas de sous, quoi. Et donc j'ai pas de meubles. Et j'ai encore ce matelas de 5 cm dans un coin. Et voilà, et je mange des boîtes de conserve. Mais tu bosses dans une boîte tendance. Ouais. Et mais ils le savent pas. Par contre, le midi, j'ai ma petite cantine quand même. C'est la Carambole. Ouais. C'est un petit bar de quartier. Et j'y mange tous les midis. Et tu vois, je suis pas à plaindre non plus, tu vois. Je mange à ma faim et tout, hein. Mais le matin et le soir, alors le matin, j'ai ma petite canette de jus d'orange, je me fais mon petit café. Je me suis acheté une petite machine à café. Et voilà, je me fais mon petit café, je vais bosser. Et le soir, je me fais une petite boîte de conserve
une petite bière et puis je me couche, quoi. Ouais. Voilà. Mais quand on voit ton travail aujourd'hui et cette histoire-là, on se dit, il y a du chemin qui a été parcouru, quoi. Enfin, tu dors pas dans une boîte de conserve. Enfin, je veux dire, ton appart il est chouette. T'as 2 enfants, tu bosses. Oui, évidemment. Après, les choses bougent, évoluent, quoi, bien sûr. Finalement, tu vois, j'arrive à grappiller un peu des sous. Mes parents peuvent descendre, me rapporter un frigo, etc. En fait, je suis arrivé à Paris tard. Je suis arrivé à Paris à 27 ans. J'ai recommencé ma vie, qui n'avait jamais vraiment commencé, en fait, puisque c'était que de la galère. De petit boulot en petit boulot, tu vois. J'ai été peintre à Lyon, j'ai été peintre en lettres pour Castorama. Ah ouais. J'écrivais. Toi, c'est pareil, j'étais pas à plaindre, tu vois. J'écrivais les panneaux, perceuse, visseuse, 27,90 €. Ah ouais, c'est drôle. Toute la journée, tu vois, tu fais des grands panneaux. Tu vois, tu fais plein de petits boulots. Et à 27 ans, tu recommences à zéro. Tu recommences t'es à Paris. Tu t'en vas. C'est pour ça que je le ferai pas je recommencerai pas à zéro 2 fois. Ça prend énormément de temps. Ouais. Et d'argent. De recommencer? Ouais. Ouais. Et du coup, voilà, je commence à avoir comme j'ai un boulot, j'emmagasine un peu d'argent, je m'achète un canapé, tu vois, je repars, quoi. Mais en fait, je recommence quand même à galérer un petit peu parce que mon nouvel appart est cher, tu vois, la taxe d'habitation est très chère, je dois payer des impôts, etc. Et je repars dans la coloc. Ah oui, d'accord. Bon, dis donc, c'est une saga. Et je me retrouve encore dans la coloc. Et en fait, tu vois, parce qu'en fait, je galère toujours avec ces histoires de thunes, etc. Et finalement, bon, tout se rétablit. Je me reprends un appart encore plus tard, en essayant de pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites là, en me retrouvant au périph'. Tu vois, j'essaie de ne pas me retrouver au périph', mais dans un endroit un peu plus cool. Voilà. Et puis, je rencontre Elodie, qui est aujourd'hui ma compagne. Et du coup, c'est là aussi où je prends un peu plus de bouteilles. Où voilà, j'habite avec Elodie. On commence c'est un peu bête à dire, hein, mais on commence à partager le loyer, on partage un peu tout. Du coup, ça me soulage aussi financièrement sur plein de choses. Et puis voilà, puis je suis plus tout seul, tu vois, je suis accompagné et tout ça. Donc du coup, ouais, ça va mieux, quoi. Évidemment, j'ai extrêmement résumé pour en arriver là. J'espère que j'étais pas trop chiant. Et parce que si j'avais tout expliqué, ça aurait été... Non, bien sûr. Un truc, une sorte de fil que j'ai l'impression... Tu me dis si je me trompe, mais tu vois, cette histoire de recommencement. Tu vois, par exemple, on t'imagine bien, avant de venir discuter avec toi, j'ai un peu été voir, un peu plus fouiller ton Instagram et ton site, etc. Et je me souviens, quand tu as lancé ton compte Instagram fin 2018, en septembre 2018, et puis après, je me souviens, enfin, je t'avais déjà rencontré, mais je pense que j'avais jamais vraiment vu tes boulots à l'époque, hein, en 2017-2018. Et puis tu lances ton compte Instagram, et puis tu commences à publier des petits dessins tout simples, tout mignons. Et puis après, au fur et à mesure du temps, les dessins se complexifient de plus en plus, se diversifient, beaucoup plus de détails, etc. Et puis après, au fur et à mesure qu'on remonte ton feed, et puis j'encourage tous les auditeurs à aller voir parce que c'est assez impressionnant, il y a une floraison d'images. Mais ce que je sais, c'est que ce style déjà fouillé et avec plein de détails, tu l'avais déjà avant. Mais c'est comme si, en 2018, l'impression que j'ai eue, est-ce que c'était là aussi une sorte de recommencement, tu sais, d'oser petit à petit te remontrer, redévoiler ton boulot d'image, parce qu'il me semble que tu faisais du graphisme et de la DA déjà pour gagner ta vie, et qu'au niveau des images, c'était, bon, allez, petit à petit, je vais me redévoiler au niveau de mes images. Est-ce que c'est une impression? Alors, il faut dire que j'arrive à Paris en 2007, je trouve du travail chez Nelly Rodi. Quand je suis dans la coloc, on dessine beaucoup. Et à partir de là, je me dis, j'arrête la BD. Ok. C'est une rupture claire et définitive. Okay. J'ai mon CDI, c'est une boîte intéressante, voilà, il y a de la créa et tout, c'est intéressant. Peut-être que, voilà, en fait, c'est ça que je veux faire. De l'élu? D'être
Un graphiste. Ah oui, bien sûr. Ouais. Voilà. J'ai fait des études de graphiste. J'aime bien l'illustration, c'est vrai. Mais voilà, je vais être graphiste, je vais faire Chez Nelly Rodi et je faisais des books. J'étais graphiste, je faisais la mise en page, des books. C'est des choses assez particulières. T'as de la photo, des gammes de couleurs, t'as de la typo, tu vois, t'as des textes, tu dois me faire des mises en page et tout ça. Et après, derrière, t'es en relation avec l'imprimeur parce qu'il y a du façonnage, il y a du collage à la main, il y a plein de choses. Tu vois, c'est foisonnant, c'est des petits books de l'édition, c'est de la micro-édition très particulière. Mm-hmm. Donc je me dis, au fait, c'est ça que je veux faire. Donc je continue un peu, je fais une rupture directe et totale et abrupte avec la BD. C'est-à-dire que je ne veux plus en entendre parler. Ça m'a fait perdre trop de temps et je décide de faire un tout petit peu d'illustration quand même, parce que c'est quelque chose que j'ai en moi, que quelque part je ne peux pas oublier. Mm-hmm. Et je me lance corps et âme dans mon métier de graphiste. Jusqu'en 2014, où là, on me fait comprendre que ce serait bien que je m'en aille. Tu vois. On est nouveau dans une histoire de recommencement, c'est terrible. Ouais. Et en fait, si tu veux, tu vois, dans les boîtes, il y a un bilan. Ah, le bilan, ouais. Bilan de fin d'année. Annuel, ouais, c'est ça, ouais. Une connerie comme ça. Et c'est les trucs marketing à la mode, là. Et tu sais, on te met une note, c'est comme si tu étais à l'école. Tous les trucs que j'ai détestés depuis toujours. Je me suis battu toute ma vie pour faire mon métier. Et là, on te pose la question, est-ce que tu veux bien faire ton métier ? Non, mais les gars, ça va quoi ? Oui, je veux faire mon métier. Et plus tard, qu'est-ce que tu veux faire ? Ben, je veux faire mon métier. Pourquoi tu me poses la question ? Tu vois ? Qu'est-ce qu'il y a c'est quoi ton problème sensé dans tout ça ? Ouais. Rien. C'est juste, je sais pas qui décide de ça en fait. Qui décide de ces modes d'entreprise, j'en sais rien. Tant et si bien que je décide de pas remplir ma fiche de bilan de fin d'année et je me dis, bah je m'expliquerai avec le boss quoi, avec le patron. Enfin, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Je pense que ça lui a pas trop plu et donc décide de partir, il me demande de partir. Et là, je me dis, mais en fait, une nouvelle fois, comme tu dis, je suis dans un recommencement. Je me suis oublié, je me suis abandonné, en fait. J'ai arrêté le dessin, j'ai arrêté la BD, mais en fait, est-ce que il fallait vraiment que j'abandonne ? Et surtout, je me pose la question, et là, on en arrive au journal, je me dis, qu'est-ce qui m'a manqué quand j'étais plus jeune ? Pourquoi, comme tu disais, alors que j'avais plein de talents, pourquoi ça n'a pas marché ? La reconnaissance, des prix. Pourquoi ? Alors qu'effectivement, j'étais plein d'assurance, peut-être un peu naïf, voilà. Après aussi, j'étais dans des réalités de la vie, la réalité de la vie qui se renforce encore plus après quand tu vieillis. Voilà, quand t'as des enfants, quand t'as des difficultés et tout ça. Je me suis dit, mais bon, voilà, qu'est-ce que je peux faire quoi pour aider les artistes, C'est comme si tu voulais ressusciter quelque chose d'avant, quoi. Peut-être que moi, même si ce sera jamais fini, mais peut-être que moi, bon voilà, c'est peut-être un créneau qui est peut-être un peu tard pour faire de la BD ou de l'illustration, j'en sais rien, mais peut-être que tu dessines toujours à mort. Enfin, je veux dire. Ouais. Et puis t'as plein de styles différents. Tu dessines comme. Enfin, moi, personnellement, je suis impressionné. Je veux dire, je sais que tu bosses en tant que DA graphiste. Je sais que t'as 2 enfants. T'as une vie de famille. Tu fais de l'illu à côté. C'est tout ce qu'on voit sur ton compte Instagram. Enfin, je veux dire, c'est pas des petits dessins que tu fais. C'est quand même des trucs bien comme il faut. T'as Journal Erratum, dont on va parler dans un instant. Tu fais beaucoup de choses quand même. Enfin, c'est. Je fais beaucoup de choses et c'est devenu quasiment une drogue quoi. Une drogue quoi. Je peux pas m'arrêter. Je peux pas m'arrêter. Et en fait, c'était comme un renouveau. Le fait quelque part, t'es dans une boîte et on te fait bosser et en fait on te fait bosser de plus en plus et t'as de plus en plus. Tu vois, tu crois que ça roule parce que tu t'en donnes de plus en plus. C'est jamais assez. Et c'est jamais assez. Et il y a des gens qui font des burn-out et je les comprends. Mais moi, mon médicament, ça a été Erratum. Ok. Justement, j'allais te demander comment c'est. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a manqué ? Pourquoi
voilà, qu'est-ce que j'ai raté, quoi. Et là, je me dis, mais oui, c'est ça, en fait. Ouais, c'est intéressant. J'aurais dû avoir peut-être une plateforme, quelque chose. Il y a beaucoup de projets qui naissent comme ça, qui sont un peu la résultante de cette expression en anglais qui dit do ou create what you didn't get. Créer ce que vous n'avez pas eu. Il y a souvent beaucoup des projets comme ça, créatifs, qui font office de médicaments, comme tu viens de dire, qui viennent combler, réparer quelque chose qui a peut-être été cassé ou qui n'a pas été terminé ou qui n'a pas eu l'occasion d'éclore. Moi, c'est le genre d'histoire qui moi me parle beaucoup, en tout cas. Et tu vois, où il y a ça d'une part, enfin il y a plein d'autres petites choses aussi. Je voulais faire aussi un bel objet, tu vois, faire quelque chose dont j'allais être fier, parce qu'il y a beaucoup de projets qu'on fait quand on est DA ou DC. Tu vois, je sais que tu me contrediras pas. Des fois, tu sors des trucs, t'es pas très content, quoi. Mais il y a le client qui est là, ah, c'est bien ce qu'on a fait, c'est bien ce qu'on a fait. Tu fais, ah ouais, c'est super. Ouais. Mais dans ta tête, tu dis, oh là là, catastrophe ce truc. Je le mettrai pas dans mon portfolio. Non, surtout pas. Et en fait, il y a beaucoup de choses comme ça dont t'es pas fier. Et tu voulais créer quelque chose dont tu serais fier. Plein entier dont je sois fier, qui soit bénéfique pour les autres, qui soit pas dans du marketing. Oui, c'est pour ça, dans ta présentation tu dis genre, sans pub, ni marketing, c'est 100% gratuit, c'est indépendant. Généreux, dans la générosité, dans la sincérité. Il y a pas d'histoire de fric, pas d'histoire de pognon. Tu vois, le pognon, il y en a marre, quoi. Dénué d'intérêt. Si ce n'est l'amour des belles images. Du bienfait, ça vient du cœur, quoi. C'est sincère. Voilà, quelque chose de... Voilà. C'était viscéral pour toi. Viscéral. Comme un médicament, quoi. Ouais, intéressant. Je ne pouvais plus voir en peinture le marketing. Bon, aujourd'hui, il faut faire avec. Hein. Voilà, je suis DA, DC, ok. Hein. Oui, et puis le marketing permet aussi à ton produit d'être vu et d'être apprécié à sa juste valeur. Voilà. Et il y a du très beau monde qui est passé dans Eratum. Comment est-ce que tu expliques cette reconnaissance de la profession ? Je pense que c'est parce que ça vient du cœur. Ouais, ça vient du cœur. Ouais. Et en fait, en 2013, quand je décide de lancer le... Ah, puis il y a autre chose aussi. Hein. C'est que en 2009, ou 2010, je sais plus, ou 2012, je sais plus. je vais aux États-Unis et à New York. J'ai voyagé très tard. Hein. Et en 2012, je vais à New York. Et je découvre le positivisme, que j'appelle le positivisme. C'est un mouvement ? Non, c'est que tout le monde est positif aux États-Unis. Hey Pierre-Louis, so good to see you, amazing. En fait, les gens me connaissent pas, mais ils sont super contents de me voir. C'est ça. Alors qu'en France, tu vois, tout le monde est négatif. Tout le monde est pas content. Ça va pas. Tiens, je vais faire un projet. Oh non, ça a pas marché. Ouais. Là-bas, c'est genre, yeah, whatever, go for it. Vas-y, mais fais-le. Ça, j'ai trouvé ça tellement génial. Ouais. C'est rien. Hein. Et tu vois. T'en es rentré, tu t'es dit, ouais, vas-y, on y va. Mais c'est surtout, un jour, je rentre mais moi, je sais sur un chantier. Ouais, vas-y, continue. Ouais. Je faisais de la photo argentique, un hobby comme un autre. Je rentre sur le chantier et là, je vois le chef du chantier qui arrive. Je dis, oh là là, je vais me faire engueuler et tout. Et je dis, je suis désolé, j'étais intéressé, je voulais prendre une photo parce que j'adore les paysages, j'adore voir les landscapes, tu vois, de ville et tout, j'adore. Et je dis, désolé, je voulais prendre la photo là. Il me regarde, il fait, mais vas-y, mais prends-la ta photo, quoi. Mais vas-y, c'est génial. Alors là, désolé, merci. Je m'attendais pas du tout à ça, tu vois. Et puis après, je vais de boutique en boutique et tout le temps, tu vois, je parle de choses et d'autres et tout le monde dit, génial, fais-le. Et je tombe sur... Ouais, ils sont vachement entreprenants, les Américains. Ouais, et puis je trouve que tout est beau en termes de typo, en termes de boutique, si tu veux. Bon, c'est pas comme en France où t'as des devantures absolument... ignoble. Bon, là, c'est mon côté graphiste. Oui, ça se sent. Qui parle, mais bon, là-bas, c'est tellement propre, calé, et puis tu vois des pubs faites au pinceau et tout. Enfin, c'est fou, quoi. Et je tombe sur
Smoke Signal. Ok, je connais pas. C'est un journal gratuit. Enfin, à l'époque, c'était gratuit. Je sais pas si c'est encore gratuit aujourd'hui. Et c'est un journal de BD. Ok. Qui est génial, quoi. Il y a plein de BD, plein de trucs. Je trouve ça vraiment top. Et je me rends compte que ça mène à Smoke Signal. Smoke Signal mène à Desert Island. À Desert Island? Ouais, j'ai un très mauvais Non, mais je connais English. pas. Ouais, t'inquiète. Et ça mène à Desert Island. Et Desert Island, en fait, c'est une boutique. Ok. BD. Ah. Et en fait, le gars, il envoie donc des smoke signals, des signaux de fumée, avec son journal. C'est génial pour mener à la boutique. À sa boutique. Et là, tu t'es dit, c'est et pas là, je trouve ça tellement génial. Et je vais voir la boutique et tout, et je vais voir le gars. C'est génial ce que tu fais et tout. Et je lui dis, j'adorerais faire pareil. Ouais. Il me fait, mais fais-le. Just do it. Ben ouais. Et je fais. Ok, d'accord. Bon, ça me travaille quand même, parce que je mets 4 ans. Ah oui, quand même. En 2013. Ouais. Non, je mets 2 ans, parce que j'étais allé en 2012. Ça va. Et 2 ans plus tard, je décide de lancer Eratum. De lancer Eratum après tout ce qu'on s'est dit. Mais aussi, il faut que je parle d'une chose, parce que Eratum n'aurait jamais été lancé sans Greg. Greg, donc de 20e heure. 20e heure, c'est une maison de production qui a fait, entre autres, plein de films, dont un petit reportage qui s'appelle attends parce que je m'embrouille qui s'appelle West Coast Theory. Ok. Et qui parle d'histoire du sample numérique et du sample dans le rap. Mm-hmm. Allez le télécharger, je lui fais un peu de pub comme ça. Okay. C'est la moindre des choses. Allez retrouver West Coast Theory, télécharger son film, vous allez voir. Son reportage, film, c'est vraiment top. Allez-y. Et donc, Greg a financé, il finance beaucoup de projets artistiques et il a financé de manière généreuse, sans arrière-pensée, sans retour, sans rien. Et c'est génial de rencontrer des gens comme ça qui font avancer les projets, quoi. Mm. Et Greg a financé peut-être les 8 premiers numéros, quoi. Ah ouais, sympa. Et oui, t'as eu un coup de boost. J'ai eu un gros coup de boost. Ouais. Et ça t'a propulsé. Et puis tu t'es plus arrêté. Et je me suis jamais arrêté. D'ailleurs, je voulais m'arrêter à 5 numéros. Et je me suis pas arrêté. Parce que c'est tellement grisant. Et puis alors surtout, quand j'ai lancé le numéro, j'ai repris contact avec tous les copains que j'avais perdu de vue, quoi. Mm-hmm. Que j'avais... T'as dit, hey, vous voulez participer à mon projet? Bah ouais. Et ils ont répondu présent, quoi. C'était cool. C'était top. Et voilà, tout le monde m'a envoyé des dessins. Donc au début, on a fait un numéro 0 qu'on a lancé au Monte en l'air, qui était en noir et blanc. Et après, on a fait en couleur. On a fait des variantes de pages, de grammage, de trucs, de choses et d'autres. Et pourquoi c'était grisant? Parce que déjà, on avait des bons retours. Le fait de rencontrer plein d'artistes, de renouer avec tout ce que j'avais perdu, de faire plaisir. Voilà, c'est tellement de choses. C'est tellement de choses. T'as un bel objet. Il fait plaisir. Les gens sont contents de l'avoir. Les artistes sont contents de participer. Il y a des illustrations qui sont magnifiques. C'est vraiment quelque chose de collectif. C'est pas que moi. Ah bah oui. C'est un tout. Ouais. C'est un tout. Sans les artistes, il n'y a pas le journal. Voilà. Et comment tu fais ta sélection? Parce que j'imagine que tu dois recevoir quand même beaucoup de participation. Alors en fait, je suis pas tout seul. Il y a Elodie, donc qui m'accompagne. Dans les deux sens du terme. Voilà. Et donc on fait la sélection ensemble. Des fois, quand on est perdu, je demande l'avis à Greg et à d'autres personnes. Ça dépend. Tu vois, on tourne dans les avis, tu vois. Je résume beaucoup, je vais très vite en racontant l'histoire du journal, quoi. Et voilà, et on fait notre petite sélection comme ça. Et en fait, on est obligé de faire une sélection drastique parce qu'on a 16 pages, en fait. Ouais. Donc, on est
un gratuit, on est quand même dans une économie, mine de rien, et voilà, on est obligé de se tenir à 16 pages pour plein de choses. T'as des crève-cœurs, des moments où tu te dis punaise. Ah ouais. Et t'as déjà eu des mécontents aussi? Une fois. Ça va. Ouais. Ok. Ou une fois quelqu'un me l'a dit. Peut-être qu'il y en a plein qui sont mécontents et qui me l'ont pas dit. Oui, bien sûr. Ouais. Une fois quelqu'un m'a dit il n'a pas été retenu, il l'avait vraiment mauvaise. D'accord. Il me dit, tu sais, c'est du temps, j'ai passé du temps à faire mon illustration, c'est toute ma vie, l'illustration, et t'as pas retenu mon illustration, ça se fait pas. Je sais plus. Non, ça doit pas être simple de choisir au milieu de tout ça. Non, c'est pas simple, mais bon, voilà. On est obligé. Ouais. On est obligé. Comment t'as fait pour monter ça financièrement, le journal Erratum? Alors, voilà, c'est bien d'en parler parce que tout le monde me pose la question et c'est un truc qui hante les esprits. Oui, bah oui. Encore une fois, on en revient à l'argent. Encore et toujours. C'est le thème de l'épisode. Money. Money. Comment on fait donc pour payer le journal? Ouais. Et après, on pourra développer un petit peu d'autres choses. Bon, j'essaierai de pas être trop long parce que là, j'ai l'impression Vas-y. qu'on a pas mal mordu. Alors déjà, on a des petits arrangements avec l'imprimeur. On le dépanne sur certaines choses. Ok. Et Quand tu dis on. Enfin, moi, oui. Ouais, ok, ouais. Mais je dis on en parlant du journal et... D'accord. Et voilà, tous ensemble. La structure. Et on le dépanne sur certaines choses quand il est bloqué. Et il nous passe dans ses rotatives quand un client correspond plus ou moins. Ah, c'est intéressant. C'est un surplus de papier ou quelque chose comme ça. On passe dans les tests. Ah oui. Ou après dans la file. Parce que si tu veux une machine, tu peux pas l'arrêter. Ça s'arrête pas comme ça pile. Ouais. Ça continue. Donc il nous passe un peu dedans, dans la foulée. Voilà, comme ça on gagne un peu d'argent, on le dépanne sur d'autres choses. Donc déjà là, tu vois, on réduit les coûts. Ensuite, on fait des petits événements à droite à gauche. C'est-à-dire? Tu fais venir des artistes, tu dessines, etc. dans des bars. Donc au début, j'ai fait beaucoup ça, où je devais faire venir des artistes, évidemment. Je me retrouvais tout seul à dessiner, tu vois, des choses comme ça, parce que les artistes annulaient au dernier moment, tu vois. Voilà. Sinon, on fait aussi des festivals qui nous accueillent. On demande des fois une petite participation. Voilà, essentiellement des petites choses comme ça. Et aussi, je mets un peu d'argent de ma poche. Ouais. Et il y a eu les 8 premiers numéros qui avaient été financés par ton ami. Des numéros qui sont financés. C'est quand même pas rien, ça. Je veux dire, ça a été sûrement un très bon coup de boost pour débuter. Ouais. Voilà. Ouais, parce que quand même, je pense que ça donne envie à beaucoup de gens de lancer quelque chose de cette ampleur, mais il y a toujours cette question financière. Est-ce que je fais un crowdfunding? Est-ce que je le mets de ma poche? Est-ce que je revois mes attentes à la baisse? Enfin, ce genre de choses. Forcément, il y a des compromis, tu vois. Tu vois, par exemple, pourquoi le journal, il fait 16 pages? 16 pages, 80 grammes, offset, A3, parce que on est en dessous des 100 grammes. Ok. 100 grammes, pourquoi on veut pas être au-dessus des 100 grammes? Parce qu'on paierait plus cher. La Poste. Ah oui. Alors, faut savoir que la Poste, ça nous coûte, si mes souvenirs sont bons, 1,97. Pour envoyer un numéro. Mais il faut aussi comprendre qu'il faut aussi payer les enveloppes. Pour payer la Poste et les enveloppes, il faut avoir un compte bancaire. Pour avoir un compte bancaire, il faut le payer aussi. Il faut avoir une carte bleue. Ça se paye. Il faut que les gens puissent venir commander le journal. Donc il faut héberger un site. Ouais. Donc tout ça se paye. Aussi stocker les journaux. Ils sont ici chez toi? Il faut stocker les journaux. Ouais, ils sont en haut je te montrerai si tu veux. Dans un grenier. Une petite pièce de 9 mètres carrés. Donc ça, il faut payer. Donc les enveloppes, la Poste. Il y a aussi PayPal qui se prend une commission. Alors pourquoi on a choisi PayPal? Tout simplement parce que c'était le plus pratique, le plus ouvert, parce que t'es pas obligé d'avoir un compte PayPal pour donner de l'argent, quoi. Et c'est pour ça que
quand tu veux recevoir le journal chez toi, Il faut payer un petit quelque chose, même s'il est gratuit. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc le journal reste gratuit, mais tu es obligé de payer un petit quelque chose. Parce que sinon, on s'en sortirait pas. Bah oui, c'est pas l'idée. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis du temps à sortir ça. Parce que beaucoup de gens nous disaient, mais pourquoi vous l'envoyez pas chez les gens? Parce que on l'envoie pas chez les gens parce que c'est très 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 compliqué à envoyer et à mettre en place. Et tu vois, le meilleur conseil à donner à quelqu'un qui veut faire un fanzine, c'est fais-le. Mais surtout, il faut tout prendre en compte. Tout. Et j'ai passé... c'est quoi tout? C'est-à-dire le local en haut que tu loues, l'enveloppe que tu vas acheter, l'étiquette que tu vas acheter, tout. Parce que t'en achètes une, bah, ça va, tu vois, c'est 20 centimes, 1 euro, ça va. Mais quand t'en as 2500, quand tu commences à être sur du gros, là, ça commence à coûter, quoi. Pourquoi aussi le journal est gratuit? Pourquoi on fait pas payer le journal? Parce que ça nous permet d'être le plus souple possible. C'est-à-dire? S'il fallait aller récupérer l'argent aux États-Unis, au Canada, en Italie, tu vois, t'enverrais des journaux. En échange, la personne aux États-Unis le vendrait, garderait une commission. Oui, ça alourdit tout le truc. Ça alourdit le processus. Là, on a juste à envoyer. Et puis basta. Et basta, c'est fini. Et on passe pas des heures à faire des tableaux. T'imagines le temps qu'on perdrait? C'est en ça que c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est juste un geste de générosité, quoi. Et puis, ça nous permet de rester sincères. Ouais, et on s'en fout, quoi. On s'en fout. C'est presque... Enfin, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Mais... C'est ce geste anarchique dont tu parlais tout à l'heure, mais avec le côté généreux, justement. Genre, c'est une sorte de point levé, mais vertueux. Tout est dans l'économie aujourd'hui. Tu vois, tout est... ça doit être fait parce que c'est économique. Enfin, économique dans le sens fait marcher une économie. Ouais, bien sûr. Évidemment, alors là, on aborde un truc. Évidemment, il ne faut pas bosser gratuitement. On est d'accord. Oui, parce que ceux qui participent, ils le font gratuitement. Ceux qui participent acceptent de participer gratuitement. Mais en échange, moi, je diffuse, enfin, le journal les fait connaître et diffuse. Non, mais attends. En quoi c'est différent, ça, de la fameuse blague de « je peux pas te payer, mais tu vas avoir de la visibilité ». En fait, déjà, moi, je me fais pas d'argent. Ouais. Oui, donc, je le fais c'est fait pour se montrer, en fait. C'est une plateforme qui se montre. Ouais. Ça se montre. Et ça. C'est presque là purement pour promouvoir le travail des personnes dans le journal. Voilà, c'est de la promotion et ça prouve que l'artiste est allé jusqu'au bout. Il a fait quelque chose qui est imprimable. Et peut-être qu'aussi pour des artistes qui ont de la bouteille, ça peut être aussi une expérimentation, tu vois. Je ne sais pas. Comme Aurélien a mis des illustrations en réalité augmentée, tu vois. Qu'il avait déjà potentiellement expérimenté. Hein. Il savait que ça roulait. Mais tu vois, c'est une assurance, tu vois, de faire quelque chose qui marche. Ouais. Le journal est là pour être vu, tu vois. Parce que si tu es invisible, si tu fais ce que moi j'ai fait quand j'étais plus jeune, rester un peu dans ton coin, pas trop te montrer, etc. Même si j'ai fait, tu vois, des beaux deuils, des projets Bermuda, etc. Au final, je me rends compte que j'étais un peu dans ma grotte. Et ça, c'est l'erreur. T'es invisible, tu participes pas à des projets cool et tout, personne viendra te chercher. Hein. Ouais. Donc il faut que tu te montres. Il y a un moment, il faut que tu acceptes. Alors c'est là où là où est le paradoxe. Il y a un moment, il faut que tu acceptes de faire des choses gratuites, mais les bonnes choses. Oui, totalement d'accord. Donc il faut bien choisir. Il faut te montrer. C'est intelligemment gratuit. Voilà. Moi, le journal, je vais pas me faire du pognon avec, tu vois. Je vais pas faire des t-shirts, je vais pas faire des posters. Si un jour je fais des posters, ça peut arriver. Hein. Oui, la rémunération. J'appellerai l'artiste, je lui dirai, est-ce que tu es d'accord? Oui, non. Et puis, chose importante, tous les artistes qui sont publiés, que ce soit dans le livre qu'on ait fait ou dans le journal, ils gardent leurs droits. Moi, j'ai aucun droit. Hein.
Bien sûr. Donc ils en font ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a beaucoup de start-up, de projets qui prennent les illustrations d'artistes et qui font de l'argent et qui gardent les droits. Tu vois. Ah, oui, et ça, pour moi, c'est pas recevable. Ouais, je suis d'accord. Bien sûr. Mais évidemment, on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Non. Et je l'ai bien connu et je le sais bien. Et toi aussi. Et voilà, et tout ne peut pas être gratuit. Ouais. Donc, une économie où tout est gratuit, actuellement, comme le monde est façonné, ça peut pas vraiment fonctionner. On peut pas être partout en même temps, mais là où tu décides d'être généreux, de donner de ton temps, de ton talent et même gratuitement, de bien miser, que ce soit aligné avec qui tu es, ou créer des choses comme toi, le journal qui est quelque chose qui est venu, tu as été rechercher quelque chose que tu avais délaissé et tu l'as réparé en quelque sorte. Ouais. Et du coup, tu vois, c'est pour ça que ça fait surgir plein de choses. C'est pour ça que j'ai lancé en 2018 mon Instagram. Ah oui, on rebondit. Et aussi, mais je voulais voir ce que ça faisait d'avoir un Instagram. Enfin, c'est plein de choses, tu vois. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un Instagram? Je le savais déjà parce que j'avais le journal, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est d'être un illustrateur et de partir de zéro en n'étant pas connu? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Quelque part, je trouve ça super aussi motivant parce que tu vois, il faut que je l'alimente. Donc ça me fait bosser. Voilà, bon, il y a plein de choses. Après, ça t'oblige à montrer des choses. Voilà, après, on pourrait en parler encore pendant des heures. Oui, reparle-moi de cette renaissance, ou je sais pas comment je l'ai appelé, avec ton compte Instagram. Le fait d'oser montrer de plus en plus et que petit à petit... Je sais pas si c'est oser montrer de plus en plus, mais c'est faire, quoi. Ouais. Encore une fois. Ouais. Mettre les mains dans le cambouis. Et puis surtout, je voulais voir ce que ça fait d'être un artiste et de partir de zéro, tu vois. Mais tu connaissais déjà. Tu savais ce que c'était. Ouais, mais c'est comme tu dis, avoir les deux mains dans le cambouis. Oui, je l'ai déjà fait avec le journal. Oui, ou dans ton parcours. C'était pour voir, quoi. J'avais besoin de me frotter à ça. Ouais. Et puis tu es redevable, entre guillemets, vu que tu montres, tu commences quelque chose, il faut continuer à alimenter. Comme tu as dit, c'est presque te forcer à continuer. Ouais. Et moi, ce que je trouve très marquant dans ton boulot aussi, c'est qu'il y aurait beaucoup de personnes qui chercheraient, gros guillemets, leur style, une patte graphique bien marquée, que toi, en fait, tu essaies tellement de choses. C'est assez fou quand on regarde ton Instagram. Ouais, c'est vrai que j'expérimente. Ouais. J'expérimente des choses. Beaucoup. Ouais, c'est. Comment t'expliques ça, ouais? Je pas vraiment. C'est le plaisir, juste le plaisir de chercher, de. C'est attends, comment j'allais. C'est un plaisir. Comment dire. C'est bon vivant, quoi. C'est encore une fois, ouais, c'est dans c'est la générosité, Ou peut-être que parce que tu as ton métier principal en tant que DA graphiste, l'illustration, c'est la récréation. Tu n'as pas vraiment besoin d'avoir un produit vendable, reconnaissable pour des marques, des agents, des magazines, même si je sais qu'il t'arrive de bosser aussi en tant qu'illustrateur pour des magazines, etc. Mais peut-être que je me gourre. Hein. Mais non. Genre, il n'y a pas un véritable enjeu. Avec mon ami Laurent Bazar, on a même parlé du jeu, jouer le jeu du sans-enjeu. Et j'ai vraiment l'impression que quand tu fais de l'illu, t'es en roue libre, tu t'en fous en fait, tu t'amuses. Ce que je fais en illu, ça pourrait pas être faisable. Enfin, ce que je fais en illu là sur mon Instagram, il y a beaucoup d'illus qui pourraient pas être faisables en édition ou en pub ou autre. Bon, déjà par le style, mais aussi parce qu'il y a certaines illus qui me prennent une semaine. Ah oui, c'est de l'orfèvrerie ce que tu fais. Donc ce serait pas possible. Et peut-être ça, tu vois, ça c'est des choses, c'est qu'aujourd'hui, on va pas refaire le monde parce que sinon on a pour des heures, mais aujourd'hui, on est dans la course. C'est vite. Toi, il y a certaines élus, je les ai faites en 1 heure, qui ont été validées, hein, par le client et tout. Ok, pas de souci, hein. J'en ai pas honte, hein, c'est cool. Hein. Et là, tu vois, par exemple, toute dernière élue que j'ai faite, j'y suis encore. Et ça fait 3 semaines que je suis dessus, si c'est pas plus. Et quoi, tu bosses dessus 2 heures chaque soir ou? Alors, je suis freelance et entre 2 clients, tu vois, j'ai du temps, quoi. Donc des fois, je passe une journée. Hein.
je passe une journée, je fais vite mes mails le matin et après j'attaque mon ILU. Des fois j'y passe 2-3 jours, tu vois. Voilà. Des fois pendant 2 semaines je peux pas bosser sur mon ILU parce que j'ai du boulot et je suis fou. J'aimerais trop pouvoir faire retravailler mon ILU. Et quand je reviens dessus, alors là c'est le bonheur. Ouais, bien sûr, c'est la récréation. Et là et d'autres idées me viennent. Voilà. Ouais. Alors un truc qu'on n'a pas abordé, c'est quelles sont les difficultés que tu as connues avec le journal? Parce que je pense que ça fait rêver beaucoup de personnes de faire ce genre de projet, mais quels sont les challenges que tu as rencontrés sur ton chemin? Alors, donc une des plus grandes difficultés, c'était la diffusion. Au tout début, quand j'ai commencé, évidemment, je me suis pris à rêver. Je me suis dit, mais pourquoi pas distribuer le journal dans les kiosques? Alors bon, c'était peut-être un peu prétentieux, un peu naïf, mais bon, je me suis dit, pourquoi pas, quoi. J'ai commencé donc à prendre contact avec les messageries de la presse lyonnaise et parisienne, et j'avais aucune réponse. Évidemment, je voulais faire payer le journal. À l'époque, je me suis dit pourquoi, si c'est en kiosque, il faudra que une petite contrepartie, mais je voulais pas faire cher. Je voulais que ce soit vraiment 1 euro ou 50 centimes, tu vois, mais un truc vraiment très 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 abordable. Limite, j'étais prêt à perdre de l'argent, tu vois. Et donc aucune réponse. Et un jour, alors que j'appelle une énième fois, il y a une dame qui me dit mais écoutez, je vais vous expliquer pourquoi on vous répond pas. Elle me dit déjà vous êtes inconnu, on vous connaît pas. Ensuite vous n'allez pas pouvoir faire de pub, vous n'allez pas faire des 4x3 ou pub télé qui vont parler de votre produit. Elle me dit donc personne vous attendra. Charmante. Vous allez être au fond des racks parce que devant vous, il y a des gens qui ont plus d'argent. Alors, il faut savoir que les messageries de la presse, alors à l'époque, c'était messageries de la presse lyonnaise et parisienne. Alors, je crois que entre-temps, ça a changé. Non, déjà, ça s'appelle plus les messageries de la presse et je crois qu'ils ont fusionné. Je crois que c'est plus qu'à un seul endroit. J'avoue que je me suis totalement désintéressé du sujet aujourd'hui, donc je vais pas regarder. Mais il faut savoir que les messageries de la presse, qu'aujourd'hui, la distribution des journaux, ça se fait en coopérative. C'est-à-dire que c'est des grosses maisons milliardaires qui détiennent les journaux, la presse aujourd'hui, et que comme ils ont beaucoup d'argent, eh ben ils se mettent eux en avant. Bah oui, logique. C'est-à-dire que tous les nouveaux qui arrivent ou les inconnus qui n'ont pas d'argent, eh ben ils sont au fond des racks. Fond des racks, ça veut dire que derrière tous les autres, et on les voit pas, et comme on les voit pas, on les prend pas. Bah oui. Et donc cette dame me dit, vous aurez 85% de pertes. Ces 85% de pertes, soit tu les récupères, soit ça part au pilon. C'est-à-dire c'est détruit. C'est détruit avec un huissier, donc c'est payant. Tu les récupères, évidemment c'est payant aussi. Mais tu as une autre solution, c'est que tu peux les faire recycler. C'est encore plus cher. Le serpent qui se mord la queue. Donc, tu peux faire partie de cette coopérative. Mais c'est payant aussi. C'est payant. Il y a un droit d'entrée qui est fixé de manière collégiale par la coopérative, donc par ces grosses maisons qui ont plein d'argent. Il faut que tu aies minimum 10 000 tirages, je crois, me souvenir, de tête. Je sais même pas si c'est pas 100 000, donc quelque chose d'énorme, quoi. Et bien sûr, il fallait correspondre à un certain format pour pouvoir rentrer dans les racks. Donc moi, avec mon format A3, c'était mort. Et je lui ai dit, mais moi, en fait, il y a bien des journaux, les journaux, ça rentre. Elle fait, oui, mais vous n'êtes pas un journal. Vous vous situez où? Qu'est-ce qui ressemble le plus à ce que vous faites? Alors, évidemment, il n'y a rien. En ce moment, dans les kiosques, il n'y a rien qui ressemble à ce que je fais. Non. Donc, je lui ai dit, bah écoutez, j'ai essayé de coller à quelque chose. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je dirais que je suis entre Fluide Glacial et Beaux-Arts Magazine. Je suis entre les deux, mais sans texte. Elle me dit, vous n'avez pas de texte. Alors, vous pouvez pas rentrer dans nos codes. Pour rentrer dans nos codes, vous devez avoir un format précis qui correspond à peu près à ce qu'ils ont décidé eux, être en couleur
et avoir du texte et avoir une centaine de pages. Bah oui, non, mais c'était mort. Donc c'était mort. Donc en fait, on voit qu'en fait, on parle beaucoup de liberté de la presse, etc. Mais en fait, c'est pas libre, puisqu'il faut C'est correspondre codifié à mort. à un format, à ce qu'il va y avoir à l'intérieur, etc. Et en plus, il y a un espèce de monopole dans lequel tu peux difficilement entrer. Donc tout est biaisé. La vraie liberté de la presse, ce serait que tu puisses vendre 10 centimes si tu as envie, totalement à perdre, une feuille A4. Ouais. Ça, ce serait la vraie liberté. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir les petits diffuseurs. Et là, c'est à peu près pareil, quoi. C'est-à-dire que... C'est qui les petits diffuseurs, à quoi tu pensais? Eh ben, il y a les gros diffuseurs, donc qui étaient à l'époque les messageries de la presse, etc. Mais il y a aussi des diffuseurs qui sont plus petits, qui sont indépendants, et qui vont aller voir les librairies spécialisées, etc., et qui vont distribuer certains types de journaux indépendants. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a pas mal. Et c'était à peu près la même chose. C'est pour ça que tu as préféré le faire tout seul à ta manière, quoi. Voilà. Oui, bon, c'est beaucoup plus simple. C'est plus contraignant et ça te demande plus de travail, mais au final, tu gardes ta liberté et tu fais ce que tu veux et ça fonctionne tout aussi bien, en réalité. Et en fait, la difficulté, c'était de devenir diffuseur. Ouais, mais t'es ton propre diffuseur maintenant. Je suis mon propre diffuseur. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher un peu à droite, à gauche, des gens qu'on connaissait un peu partout dans le monde pour pouvoir être diffusé. Parce que la guerre, encore une fois, la guerre, entre guillemets, hein, c'est de ne pas être invisible. Oui. Si t'es invisible, personne... bah voilà, t'existes pas, c'est tout, quoi. C'est tout. Et voilà, donc ça, c'était une des difficultés. Après, est-ce qu'on en a eu d'autres bah, c'était le poids, après, à la poste. Ah oui. Trop cher. Donc descendre au-dessous d'un certain poids. Il y a toutes des problématiques auxquelles il faut penser. Évidemment, trouver de l'argent, mais bon, finalement, on y est arrivé. Et on a eu plein de gens qui nous ont accompagnés, donc ça, c'était plutôt top. Voilà. Ouais. Et ton journal est aussi distribué dans d'autres pays, comme au Japon, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Comment t'as fait pour faire en sorte qu'il s'exporte aussi bien? Alors déjà, bah, j'ai repris contact avec Desert Island. Ouais. Quand j'avais... Enfin, c'est fou, quoi. Tout de suite, il me dit, mais oui, mais super, mais envoie-moi ton journal. Et donc, je lui ai envoyé. Et il m'a envoyé une photo du journal qu'il avait mis en évidence. Hey people, this is Eratum, it's a French web fanzine. Génial. C'est top. Et du coup... ça m'a boosté et puis du coup voilà, je connais des artistes un peu partout en Italie, tout ça, et du coup je les ai appelés et ils déposent un peu le journal là où il est susceptible d'être pris. Et puis aussi je contacte avec Elodie, on contacte des galeries susceptibles de... C'est du boulot quand même, tout ça. C'est du taf. De relationner, d'envoyer. C'est du taf. Mais il y a le cœur dedans, donc en fait, tu ne comptes pas les heures. Non, c'est vraiment... c'est du plaisir, quoi. Et puis, tu vois, à chaque fois que je fais un boulot tout pourri, je me dis, c'est pas grave. Il y a Eratum. Il y a Eratum, c'est toi. Ton projet de cœur. Voilà. C'est quoi, du coup, ta plus grande fierté? Ta plus grande réussite avec Eratum? La plus grande réussite Selon toi? Bah, c'est Eratum en lui-même, quoi. Enfin, ma plus grande réussite, ce serait d'avoir réuni tous ces artistes. Ouais. C'est ça, en fait. Qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le petit livre que tu as édité il y a pas longtemps, qui reprend les 20 premiers numéros. Alors, en fait, chaque journal, c'est... voilà, il n'y a pas de réédition, quoi. Voilà. Chaque numéro est unique. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est vraiment dommage... En fait, qui a vraiment fait une compile de tous les numéros? En fait, je me pose la question. En fait, il doit y en avoir très peu. Qu'ils ont tous gardé, tu veux dire, religieusement. Ouais. Je me dis, c'est vraiment dommage, c'est vraiment quelque chose qui se perd. Et je me suis dit, allez, pour le 20e numéro, on va rassembler les 20 dans un livre. Et c'est un bel objet. Hein. Quelle aventure, donc je me suis embarqué encore. C'est vrai. Et
Je me suis encore rajouté du taf. Ouais. Il a fallu, Pourquoi pas? il a fallu contacter tous les artistes depuis le début. Qui te renvoie les fichiers Et en originaux. fait, du coup, comme les fichiers, je les avais gardés. Tous les Bah fichiers. oui, ouais. Mais il a fallu reprendre contact avec tous les artistes. Si tu veux, il y en a qui ont changé d'adresse. Les artistes, c'est très... Mais t'avais besoin de quoi? De leur autorisation ou pourquoi tu J'avais veux? besoin de leur autorisation, bien sûr. Je vais pas publier leur dessin dans un livre sans leur autorisation. C'est pas possible. Donc, je voulais leur accord. Waouh. Évidemment, et Tout le monde t'a dit oui. pas tous. Ah ouais, ok. Il y a 4-5 personnes, soit qui n'ont pas répondu, soit qui ont dit non. Ok. Mais il y en a très peu. Hein. Il y en a très peu. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, il a fallu reprendre contact avec chacun parce qu'il y en a qui changent de nom d'artiste, il y en a qui changent de site, qui changent d'adresse. Donc voilà, il faut les retrouver quoi. Il faut les retrouver. Et c'était, ça demandait 1 an et demi à peu près de Wow. boulot quoi. Il y en a qu'on a retrouvé tout de suite. Ça t'a demandé 1 an et demi pour faire ce petit livre? Ouais. C'est marrant parce que moi je me dis, mais je veux dire, ta matière, tu l'avais. Enfin, c'est une compile de 20 numéros. Je me disais, il y a la maquette à faire, évidemment. Mais pourquoi ça t'a pris 1 an et demi Bah déjà, il y avait la maquette. Tu vois là, regarde. Tu vois là, il y a 4 protos là. Ah oui, en effet, ouais. Donc déjà, on a fait des protos parce que je voulais être sûr. En fait, voilà, encore une fois, ça vient du cœur et je voulais faire un truc parfait, idéal. Évidemment, tu te retrouves face à des réalités économiques. Donc bon, tu revois un peu tes ambitions à la baisse, forcément. Bon, je suis quand même resté dans quelque chose. Bon, c'est de l'orfèvre, hein, c'est vraiment un petit bijou, hein, le truc. Mais voilà, 1 an et demi parce que j'ai recommencé la maquette 4 fois, parce que on a contacté des imprimeurs, parce qu'on a fait des protos, parce qu'on a contacté les artistes. Voilà, c'était plein de choses. Et puis à la fin, tu vois, on a recensé tous les artistes à la fin. Et Oui, ça, oui. c'était à s'arracher les cheveux. Ouais. Et tu vois, par exemple, à un moment, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé dans les fichiers, qu'il y avait des artistes qu'en fait, on n'avait pas reçu les autorisations. On a dû enlever 2 artistes. Du coup, ça décale toutes les pages. Oui. Bah, tu vois, c'est un truc c'est du boulot, quoi. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu pourrais... Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait lancer un fanzine ou un journal comme le tien? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir en amont avant de te lancer? On est en 2021, tu l'as lancé en 2013. Ça fait quand même 8 ans que tu fais ça. Ouais. Quel conseil? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui en... Parce que les fanzines, enfin, c'est... Bah, fais-le. Ouais. À l'américaine. Ouais. Bah, il y a pas de meilleur conseil que ça. Ouais. Fais-le. Ouais. Super. C'est tout, point. Ouais. Pas de meilleur conseil. Hein. Alors, c'est sûr, après, tu vas te heurter à plein de réalités économiques. On en revient toujours à l'argent. Économique, technique, trouver les gens. Voilà, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Du coup, Eratom, ça va continuer. Quels sont tes projets futurs? Toi personnellement ou pour le journal ou à quoi ressemble l'avenir? Alors pour le journal, on va continuer parce que c'était tellement de rencontres et là tu vois, je me rends compte que j'ai oublié de te parler de plein de monde. J'ai oublié de te parler aussi. C'est le moment de faire des bisous, c'est ça? De faire des bisous, ouais. Des gros bisous partout. Non, mais surtout, tu vois, c'est tellement de rencontres et ça fait naître plein d'amitiés et tout. Tu vois, par exemple, le lieu qui était ma cantine quand j'étais chez Nelly Rodi et que je commençais à découvrir Paris, que c'était ma cantine. Et puis après, je viens les voir et je leur dis, bah regarde, tu vois, je fais au patron de la Carambole. Regarde, j'ai fait un journal et tout. Je dis, ah, c'est génial. Vas-y, on fait une résidence et tout. Et il m'a accueilli pendant 1 mois. Il y avait le journal qui était mis en avant dans le bar et tout. Et on a fait des soirées, et on a fait et tu vois, c'est génial, quoi. Et maintenant, c'est un pote et on se voit régulièrement. Bon, là, avec tout ce qu'on connaît, c'est fermé. Mais on se revoit encore en dehors et j'ai hâte, tu vois, que ça réouvre et qu'on puisse refaire... par exemple, une grosse fête Eratum et pourquoi pas un lancement du livre. Carrément, c'est trop bien. Et qu'on puisse
faire venir des artistes Ouais. et faire une grosse fête. Mhm. Parce que là, on n'a pas pu la faire. Mhm. Et peut-être qu'on fera ça avec la Carambole, parce que qui nous a porté, qui m'a accompagné. Voilà. Mhm. Et tu vois, même ce projet, ça vient tellement du cœur que tout le monde a été généreux, quoi. Les artistes, les gens qui étaient autour de moi, autour de nous. C'est ce qui fait son succès aussi. Voilà, ouais. Enfin, j'espère et je pense que ça se voit, quoi. C'est sûr. Ben, merci beaucoup Pierre-Louis. Merci d'avoir raconté tout ça. Et au plaisir. Au plaisir. Ciao. Ciao. C'était ma discussion avec Pierre-Louis Bouvier. Merci à lui pour ce partage. Cela faisait un petit temps qu'on ne s'était plus vu. C'était donc l'occasion de se rattraper. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le dire directement à Pierre-Louis en le suivant lui ou le journal Eratum sur Instagram. Vous verrez, vous allez vous en mettre plein les yeux. Si vous connaissez quelqu'un qui a été publié dans Eratum ou qui a un projet de fanzine, vous pouvez aussi lui partager cet épisode. Et puis, je sais que je dis ça à chaque fois, mais si vous avez 5 minutes à perdre, non, 2 minutes à perdre, allez, vous pouvez aussi me laisser quelques étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast à l'image de Ninja Payette, dont j'adore le pseudo au passage, qui écrit « Une mine d'infos, de l'épanouissement et des découvertes. Pour moi, Sens Créatif, le meilleur moyen d'avancer dans ma quête créative. J'en ressors toujours avec la patate et des idées et surtout de la motivation. Merci Ninja Payette, ce genre de commentaires, ça fait toujours du bien. Pour ne plus jamais louper un épisode, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou rejoignez ma newsletter. C'est là que je partage mes petites réflexions du moment, des vidéos inspirationnelles de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur senscreatif.fr, vous retrouverez le lien en haut à gauche ou dans les notes de cet épisode. Salut, ciao, je m'appelle Lucia Calfapietra. Je suis illustratrice et je fais partie du Patate Club, aka le Patreon. Je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon parce que j'aime ses podcasts et je veux soutenir la création, car créer c'est un métier. Le Patate Club c'est une communauté bienveillante de personnes passionnées par la création et je suis heureuse d'en faire partie. En ce moment surtout ça aide à se sentir moins isolé, même quand on n'est pas à Paris. Les participations débutent à 2 € par épisode et cela vous donne accès aux épisodes du podcast en avant-première, aux salles privées Discord, au groupe WhatsApp et même à des rencontres dans la vraie vie quand cela est possible. Ça donne accès aussi au tout nouveau Patate Club Podcast qui est un podcast bimensuel exclusivement accessible pour les Patreons, enregistré en duo avec Laurent Bazar. Dans ce podcast, il débriefe le dernier épisode de Sens Créatif, les sujets abordés sur le Discord et les coulisses du podcast. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com/senscreatifpodcast. Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante des créatifs qui s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres, notamment sur la plateforme Discord, qui est gratuite et ouverte à tous. Le Discord est un réseau social où on peut échanger sur différents arguments dans les salles dédiées. Pour rejoindre les Patate Club ou les Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuy_musique ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous